Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 58e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode David Savard. Christopher Letton. Bien entendu. Le meilleur des deux. De toute évidence. Et commence pas par matin. Non, je sais. Non, mais je sais. Écoute, tu peux pas battre les cuisses de David Savard, par exemple. Oui. Ouais, c'est. Tu peux pas battre la barbe de David Savard. Saint-Hubert, tu peux pas battre ses cuisses, là. C'est. Clairement. T'es réveillé vite, toi, matin. Ah oui. Bon matin, tout le monde. Oh mon Dieu. Dans ce 58e épisode, on parle bien sûr de hockey. La finale de la Ligue nationale finalement annoncée. Le rematch de l'an passé, bien sûr. On vous en parle dans quelques instants. Par la suite, pour la première fois depuis très longtemps, on parle de tennis parce que présentement, Roland Garros bat son plein et on a du tennis, ma foi, incroyable. Et un nouveau trend nous accueille à Roland Garros. On en parle un peu plus tard. Par la suite, Manon va joindre à nous pour le segment Tour de piste, un petit Grand Prix en Espagne cette semaine qui vient de commencer d'ailleurs la pratique 1 qui est presque terminée. Ensuite de ça, Sporadique, on vous parle de sport d'hiver pour finalement arriver à nos 3 étoiles de la semaine. Mais premièrement, Philippe, rentrons dans le vif du sujet. Rematch de l'an passé en finale de la Ligue nationale de hockey. On en pense quoi de ce rematch-là et selon toi, qui l'emporte? C'est en 7 encore. Parce OK! que les équipes se ressemblent. Ouais. Les équipes sont arrivées là avec des performances similaires, c'est-à-dire 5 matchs face à leurs opposants de finale de conférence. Donc, je pense qu'ils se sont clairement illustrés comme les... Écoute, il y avait aucun doute, Mathieu, que ces équipes-là étaient destinées à la finale de la Coupe Stanley. Je veux dire... Oui, il y a eu des moments quand même, des petits creux. C'est normal au cours des séries éliminatoires. L'important, c'est toujours de rebondir. Mm-hmm. Et puis, ces équipes-là ont montré qu'elles étaient capables de le faire, non seulement au cours d'une série, mais aussi au cours d'un match. Hier, on a vu les Oilers prendre les devants très tôt dans le match. Après ça, tout d'un coup... Bon, ben, on va replacer ça. Écoute, c'est parce qu'on parlait des Oilers, puis vraiment, quand tu traverser l'huile. Oui, quand tu penses aux Oilers, écoute, tout s'effondre devant sur leur chemin. Donc, oui. En tout cas, pas ça. On en passe à d'autres choses, ouais, pas de trouble. Bref, oui, non, les Oilers, écoute. Hier, on jouait un excellent match encore une fois. On prit les devants très tôt. Puis par la suite, c'est là, je pense qu'on a vu un peu peut-être la maturité qui s'est développée au sein de cette équipe-là depuis l'an dernier. On a comme un peu plus d'assurance, un peu plus de confiance. Puis tout d'un coup, tu sais, ça commence à aller mal dans un match. Tu sais, si c'était revenu 3-2 pour les Stars, on se disait, OK, peut-être si c'est les Oilers de l'année passée, peut-être qu'ils vont laisser aller ce match-là somehow. Peut-être que les Stars réussissent à faire la remontée. Mais là, il y avait comme... malgré cette poussée-là des Stars, on sentait que les Oilers, quand même, étaient pas trop désorganisés. Tu sais, des fois, il y a eu des moments, oui, des présences qui étaient longues en territoire défensif. Ça va arriver, c'est une bonne équipe, les Stars de Dallas. Ils vont pousser, ils sont à la maison. Donc, c'est attendu. Puis la question, c'est comment on y répond. Je trouve que les Oilers l'ont fait de très belle façon. Ils sont allés chercher le 6e but du match, qui était un but crucial. Si on avait créé l'égalité, celui de McDavid en échappé. Ça aurait été une histoire différente. Puis encore une fois, le 8e but du match aussi, même histoire, c'était un but crucial. Puis c'est les Oilers qui sont allés le chercher. Et ouais, écoute, cette équipe-là, pour moi, ça mène avec une énergie. Il y a vraiment une aura qui est différente depuis l'année dernière. Il y a des choses qui semblent réglées. Je dis semble parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire au cours d'une série, mais je pense notamment à Stuart Skinner qui... facilement, oui. Pour moi, là, le point d'interrogation qu'il y avait devant le filet des Oilers, pour le moment, est effacé. Et j'ai confiance que ça va rester comme ça pour la dernière série. Évidemment, de l'autre côté, on ne se plaint pas du tout avec Bobrovsky. Donc, je pense que côté gardien de but, il va avoir quand même là, du
bon calibre là, dans cette série-là. Et bon, les Oilers, petit bémol, s'amènent dans cette finale sans Zach Hyman. Est-ce que c'est déterminant pour moi? Non. Je pense qu'il l'emporte malgré tout. Ce que je vais dire sur Zach Hyman, c'est que je vais dire que c'est négligeable côté production parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont ajoutés à cette profondeur-là puis qui réussissent à aller chercher. Même Skinner l'a fait hier. On attendait depuis longtemps. Et puis, je pense que de ce côté-là, ça va. Je dirais côté leadership aussi, négligeable parce que oui, c'est un bon leader, Zach Hyman, mais ils en ont d'autres. Mon Dieu, t'en as tellement. Adam Henry qui passe sous le radar. Je pense qu'il y en a qui vont prendre le relais. Et le côté où je dirais que c'est non négligeable, c'est côté robustesse. Zach Hyman a mené les séries éliminatoires en mise en échec avec 111, donc jusqu'à sa blessure. Et largement, là. Le deuxième, là, c'est Bennett à 85, si je ne m'abuse. Donc, oui, vraiment, ce côté-là, surtout contre une équipe comme les Panthers qui est excessivement robuste, qui aime distribuer des coups d'épaule, etc. C'est là qu'on va sentir le plus l'absence de Zach Hyman, je pense. Mais vraiment côté production, côté marquer des buts, je pense qu'ils vont s'en sortir sans lui. Surtout si, tu sais, par exemple, Skinner peut prendre un rôle un peu plus important. On parle de Jeff, là? Oui, Jeff Skinner. Qui l'a pris hier, sur de base le pire trio des Oilers en série jusqu'à date, qui hier a contribué à 2 points pour leur ligne. Ce trio-là a semblé avoir vraiment un nouveau souffle là, avec l'arrivée de Skinner. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais... C'est un peu étonnant. Je suis aussi surpris. Je pense que c'est un gars qui arrive là avec une bonne attitude, il arrive là pour... Lui, il attendait juste ça, jouer un match. Il a jamais joué en série. Son deuxième match hier. Là. Fait c'est vraiment drôle. Je pense que c'est sûr que ça va inspirer une équipe, ce genre de choses-là. Puis même chose pour une blessure aussi. Des fois, une blessure à un coéquipier, ça peut agir comme une source de motivation aussi. Donc, je vais avec les Oilers pour cette série-là. En 7? En 7, c'est clair que ça peut pas être rapide, d'après moi. Ah là. non? Brise-toi. Si j'étais pour donner la série mettons en 5 à une équipe, ce serait Edmonton. C'est ça, je fais. Mais comme Oilers en 5, Phil. Oilers en 5. Et voici pourquoi, rapido presto. Tout ce que tu dis, entièrement d'accord avec. Côté robustesse, il y a 2 gars qui ont steppé up et un défenseur. 2 attaquants et un défenseur qui a steppé up. En pas de Cousin, qui en moyenne a 8 mises en échec depuis le départ de Hyman. T'as Kapanen aussi, qui fait un bon travail. Ce duo-là qui est sur la même ligne en passant, c'est 2 trains qui viennent juste te ramasser. Pas de Cousin est en pleine effervescence aussi. Pas de Cousin est incroyable en série, c'est ridicule. Et Darnell Nurse, qui apparemment décide de donner de l'épaule, juste hier, après 2 périodes, on avait 6. Ce qui est un bon signe. Puis je pense que Darnell Nurse prend ce step-là avec l'arrivée d'Ecombe, parce qu'Ecombe, moins robuste et plus capable d'aller gérer une défensive, un peu comme un Slavin, juste moins bon. Puis justement, le retour d'Ecombe va faire énormément plaisir à tout le monde sur cette équipe-là. J'ai hâte de voir jusqu'à où son jeu va progresser. Parce que l'année dernière, écoute, on est d'accord, Mathias Ekholm, je pense que c'était une des raisons principales pour laquelle les Oilers ont fait un aussi bon parcours. Puis là, écoute, évidemment, comme t'arrives en finale de conférence au dernier match, puis là, tout de suite, tu sautes dans la finale de la Coupe Stanley contre les Panthers. C'est beaucoup demandé, il n'y a pas de doute. J'imagine qu'ils vont vouloir lui donner peut-être un rôle grandissant là, au cours de cette série-là. Mais s'il arrive à retrouver son calibre de jeu de l'année dernière, ce qui est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire, c'est certain que ça va être un élément déterminant pour les Oilers. Yeah. Puis justement, les Oilers, en passant, leur parcours qui n'était pas facile, hein? À part la première ronde, c'est les Kings, puis après ça, les Knights puis les Stars. Ouais. Et ils ont disposé de ces 2 équipes comme une vieille ordure. C'est ridicule. De l'autre côté, Canes, Lightning, Leafs.
un peu moins de calibre, je te dirais, par rapport au parcours. Puis en passant, la série contre les Leafs qui a terminé en 7 était leur plus grosse série pour les Panthers. Puis dans cette série-là, une grosse chose qui a fait en sorte que ça a été en 7, c'est que Bobrovsky est beaucoup moins habile et justement, je sais pas comment dire ça autrement, patiable. Il y a juste beaucoup plus de difficultés avec des joueurs qui sont plus créatifs. Tu penses aux Canes, tu penses au Lightning, à part Kucherov de base qui n'a rien pu même faire dans cette série-là, t'as pas des joueurs qui sont très créatifs sur la patinoire, qui vont chercher des choses que peut-être le joueur comme Aho va pas voir. Aho est très simple comme joueur. Svechnikov va lancer tout ce qu'il voit. Fait que il y a pas ce deuxième geste qui va peut-être changer la trajectoire de Bobrovsky. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et contre les Oilers, si tu peux pas être conscient de cette attaque créative-là, parce que les autres en font pas juste 2-3, ils font 5 gestes de trop. J'ai envie de dire, même si t'en es conscient. C'est Connor McDavid. Puis tu m'as envoyé une statistique hier que j'avais vue aussi de base. Là, c'est McDavid, dans 51,1% de ses matchs, marque au moins 2 points. C'est une statistique ridicule, deuxième de tous les temps derrière Gretzky qui de base est à 51,9%, une statistique malade mentale. Et donc pour moi je pense que les Oilers l'emportent rapidement et tout ça a commencé avec le regard de McDavid et Draisaitl au match numéro 1. C'était juste le petit regard vite fait de non. Comme ces gars-là veulent gagner, puis tu l'as mentionné, puis tu l'as très bien dit, le vouloir des Oilers d'Edmonton est beaucoup trop grand pour penser que les Panthers vont remporter cette finale-là, je trouve. Puis les Panthers, à part gagner la finale de conférence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste ri, puis ils étaient bien. Comme ils savaient qu'elle allait se rendre en finale de la Coupe. Et ça, c'est pas une bonne attitude. Puis je pense que Paul Maurice va s'en rendre compte vite, puis il va le mentionner dans une conférence de presse et vouloir tout casser parce que son équipe le veut pas assez. Ils ont déjà gagné, eux autres. Ça fait 3 fois qu'ils se rendent en finale de la Coupe. Ouais. Je trouve juste que l'équipe des Oilers en général, sur la patinoire, le démontre pas mal plus qu'ils veulent gagner cette série-là. Puis en plus de ça, tu rajoutes Stuart Skinner qui était le seul bémol, qui n'est plus un bémol. Cette équipe-là est destinée pour gagner une première coupe depuis 1990. Ça j'en suis fort certain. C'est pourquoi je pense que Oilers en 5. Puis je t'ai envoyé quelque chose aussi hier, puis écoute, c'est pas... Ça n'a rien de scientifique, puis interprétez ça comme vous voulez, mais comme... Moi, je trouve qu'il y a une signification à ça quand même. 83, Gretzky et les Oilers qui vont perdre face aux Islanders. Je pense que c'était un... Et là, on parle des back-to-back, là. Toutes les séries qui se sont reproduites, les finales de LNH. Je pense que c'était en 4 aussi, en 83. Oui, c'était un sweep. Ouais, un balayage. Et puis... en 84, Gretzky et les Oilers qui ont battu ces mêmes New York Islanders. Par la suite, on saute à 2008 où Crosby et les Penguins ont perdu face aux Red Wings de Détroit en 6. L'année suivante, Crosby et les Penguins remportent contre les Red Wings de Détroit en 7. Et puis, Fleury, baby. On sait ce qui s'est produit l'année dernière, McDavid et les Oilers qui se sont inclinés face aux Panthers en 7 matchs. Et puis là, on a à nouveau la table qui est mise pour ça. Puis oui, ça n'a rien de scientifique. Ça peut sembler anecdotique. Oui, c'est sûr que c'est drôle, c'est cocasse quand même. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine analyse qu'on peut faire avec ça, du fait qu'un joueur, il y a une chose en commun, c'est tous des joueurs générationnels. Oui, ça c'est sûr. On est d'accord. Et puis, le joueur générationnel, déjà, comme dès son entrée dans la ligue, il arrive avec plus d'attentes que n'importe qui d'autre. Il est censé être le sauveur, le messie de l'équipe. Puis, évidemment qu'on s'attend qu'un jour, il amène son équipe jusqu'au bout. Et puis, je pense que... Puis je sais pas si c'était la première coupe pour... je pense que c'était tous leur première coupe, n'est-ce pas? Oui, c'est la première coupe avec Gretzky. Donc, ce que ça montre pour moi peut-être, c'est que
même pour un joueur générationnel comme ça, il y a des obstacles à franchir, il y a de la maturité à aller chercher souvent avant d'aller chercher la grande victoire. C'est rare que tu vas... il n'y en a pas beaucoup des rookies là, qui ont gagné la Coupe Stanley. Ouais. Écoute, c'est un parcours qui est tellement ardu. Et puis, je pense que ces joueurs-là, l'habileté qu'ils ont, ou peut-être le feu qu'ils ont en eux, c'est que lorsqu'ils vont perdre une série comme ça, lorsqu'ils vont se rendre jusqu'au bout, presque jusqu'au bout, la seconde que c'est terminé, je te garantis que McDavid, 5 minutes après le match numéro 7 l'année dernière, il y avait déjà... Son mindset était déjà sur « OK, on s'en va, l'année prochaine, ce sera à notre tour, on sera ici à nouveau. » C'est comme, il y a vraiment ce désir-là de vengeance, cette soif de gagner. Et puis, je pense que ce fait-là, le fait d'avoir été si près du but, puis d'avoir été dénié à la dernière seconde, je pense que ça fait simplement grandir leur désir, leur soif de victoire. Et puis, je trouve ça très drôle qu'ils partagent ce point-là en commun. Puis je me dis que ça pourrait, écoute, ça serait... Oui, en 45 ans, donc au cours des 45 dernières années, ce serait la troisième fois que ça se produit. Et puis, je le vois vraiment arriver. Moi aussi. Entièrement confiance en ces Oilers Edmonton. Une première coupe canadienne depuis 93 de Canadien de Montréal. Alors, voir si ça va se passer, bien sûr, cette finale-là qui avance à grands pas. Puis ça va du gros hockey. C'est pas du hockey à manquer, ça, c'est certain. On se tourne maintenant du côté de la France, puisque Roland Garros bat son plein. Et Phil, écoute... On est ici à tous les jours, puis tu viens souvent nous voir, même dans tes journées où tu travailles pas, puis t'es comme « Hey, mets cette game-là parce qu'on va écouter le tennis. » Dans les matchs qu'on a regardés, c'était malheureusement Denis Shapovalov qui a connu là, et tout, honnêtement, tout le crédit à Misolic, l'Autrichien, parce qu'il a joué un match incroyable. Mais Shapovalov, je pense qu'il n'y avait pas le résultat comme ça dans sa tête, et clairement n'a pas montré qu'il était assez de calibre pour passer au prochain tour. Il y a aussi eu quelque chose qui s'est passé avec un spectateur de la foule, tout le tralala, mais je pense pas que ça l'excuse le fait que Shapovalov ne devait pas perdre contre Misolic cette journée-là. Et donc Misolic va avancer. Mais là, malheureusement, Philippe, on se retrouve ce matin sans Canadiens-Canadiennes à Roland-Garros. Défaite de Victoria Mboko. Ça, c'est excusable, toutefois. Oui. Mboko, qui a connu deux premiers bons matchs, en excluant les qualifs, bien sûr. C'était son 6e match, quand même, à Victoria Mboko depuis le début de ce tournoi. Va s'incliner face à Zhen Wanzheng. 8e tête de série. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ça joue du tennis inspirant, la joueuse de 22 ans. On va l'excuser. C'est quand même un 3e tour d'un grand chelem. Puis Mboko a 18 ans. Mon Dieu, donne-lui un peu de temps. Hein. Oui, il a dû passer par des qualifications aussi. Elle avait 7 heures dans le corps comparé à Zheng qui en avait 3 heures, 2h59 si tu veux choix précis. Hey, pour vrai, chapeau, j'ai hâte de voir où elle s'en va. Je l'ai surnommée la Mini Williams. Elle frappe avec entrain. Mais elle fait un peu penser aussi à Coco Gauff, si tu veux pas. Juste la manière qu'elle frappe la balle, très à plat, très rapide, très puissante. Ouais, tu pourrais nommer n'importe quelle joueuse qui joue un style... C'est un style qui est à la mode dans le tennis féminin. C'est un style qui semble... rapporter ses dividendes quand même. Ce style-là de jouer vraiment près de la ligne de fond et puis d'intercepter les balles rapidement pour justement mettre l'adversaire un peu en déséquilibre, miser sur la surprise puis la vitesse des frappes. Et puis, écoute, je pense que c'est un style qui peut être très payant. Pour une jeune joueuse comme ça aussi, de s'affirmer sur le court comme elle le fait, c'est assez rare, puis c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Fait que si elle peut garder cette belle confiance-là, puis avancer avec ça, c'est sûr qu'il y aura des bons résultats à venir. Et puis, phénoménal en passant aussi, l'année 2025 là, de Mboko jusqu'à présent.
pense que c'est 33-3 avant Roland Garros pour ce qui est de sa fiche. Donc, oui, elle a accumulé les victoires. Évidemment, là, elle jouait au niveau... je pense qu'au début de tout ça, elle était dans les 300. Là. Puis elle jouait au niveau challenger. Là. Donc, c'est sûr que quand on arrive vraiment là, dans les tournois plus prestigieux de l'ATP, le calibre est beaucoup plus coriace quand même. Donner un peu de contexte aussi, Challenger, c'est niveau 100, si je ne me trompe pas, ou 250 en descendant. Ouais, c'est ça. De la WTA. Fait que vraiment, le bas, je veux pas dire le bas du bas, c'est quand même de très bons joueurs-joueuses, mais c'est le plus bas niveau de tennis professionnel côté Challengers. Et c'est souvent une espèce de transition aussi qui est nécessaire pour plusieurs joueuses dans leur parcours parce que à un moment donné, on cherche à faire le saut du junior vers le professionnel. Et puis souvent, ça passe par ces tournois-là. Donc, elle suit la progression, la courbe normale. Je pense qu'elle est même devant. Largement devant même. Avec ses résultats du moins. Et puis, c'est ça, vraiment, ces 33 victoires-là en 2025, c'est énorme, c'est excellent. Puis, je pense qu'on va la voir de plus en plus, là, justement, dans ces tournois du Grand Chelem, un 3e tour à Roland-Garros. C'est une excellente entrée en matière pour la Canadienne. Et puis, son style de jeu, il y a vraiment quelque chose là, à faire avec ça. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Il faut qu'elle développe sûrement les aspects peut-être tactiques ou défensifs de son jeu. Mais ça se fait avec du coaching. Ça se fait en son temps, puis elle va apprendre aussi avec tout ça. C'est bon pour elle aussi d'avoir affronté une joueuse de qualité aussi comme Zheng aujourd'hui. C'est dans ces matchs-là qu'on apprend le plus. Et puis, à 18 ans, c'est tout ce qu'on demande. Donc, vraiment, là, rien à dire pour Mboko. Content de voir là, une autre joueuse canadienne qui est sur l'ascendant. C'est sûr que côté féminin, au Canada, là, on attendait un peu une relève là, après. Eugénie. Andreescu passe après. Ouais, il y a eu Eugénie, puis il y a eu Andreescu, mais les deux semblent progressivement là, s'effacer un peu de la scène de la scène mondiale, surtout dans le cas d'Eugénie puis Andreescu, on connaît les histoires de blessures et tout. Donc c'est beau de voir qu'il y a une joueuse là, qui est là aussi pour prendre le relais et c'est un peu ce qu'on attend aussi par exemple peut-être d'un Diallo qui a été pour moi le meilleur de nos Canadiens côté homme dans ce tournoi-là. Shapovalov évidemment on s'attendait à plus. Cerundolo, Diallo, c'est pas rien. 18e tête de série. Exact. Puis, Auger-Aliassime, deuxième fois là, cette année que dans un grand chelem, on se fait remonter de 2-7-0. Donc, jamais plaisant. Là, toujours désagréable, là, ce genre de revirement-là. Et puis, Diallo, c'est ça. Perdu au deuxième tour. Griekspoor, très bon joueur. Et puis, cette victoire-là sur Cerundolo, qui est un Argentin sur terre. C'est pas facile à aller chercher. Il l'a fait en 3-7. C'était une performance dominante aussi, là, vraiment de Diallo. Mais encore une fois, jeune, il y a de la constance à aller chercher encore dans son jeu. Il n'y a pas énormément d'expérience. Il n'est pas aussi jeune que Mboko, là. Quand même, Diallo, 23, là. Mais l'expérience qui est encore à acquérir là, dans son cas. Donc, pas inquiet du tout avec ces résultats-là. Puis je pense que c'est un signe de bonnes choses à venir quand même. Tu as mentionné, Philippe, Auger-Aliassime qui a perdu de 2-7-0 et finalement on se fait remonter 2-7-3 face à Arnaldi. On suit un trend bizarrement cette année. Parce que c'est pas la seule fois que ça allait arriver, ça, déjà après 2 rondes et demie de jouer, parce que la 3e ronde n'est pas terminée. Je te nomme tous les affrontements auxquels un joueur ou une joueuse menait 2-0 et a ensuite perdu. Un joueur plutôt, parce que les joueuses, c'est moins de 7, on joue en 2-3. Premièrement, Jakub Menchik face à Rocha, menait 2-0, a perdu. Deminor face à Bublik, on s'en souvient. Fucsovics versus Paul. Delian versus mon fils qui gagne en 5. Aliassime Arnaldi. Passaro versus De Jong en première ronde, si je ne m'abuse. Baez versus Cechmanovic. Et finalement, Jacquet va perdre contre Borès.
j'ai été voir quelques tableaux et selon les statistiques à Roland-Garros, si le match se transpose en 5-7 et que la personne qui a fait la remontada arrive au troisième set, ben cette personne-là a 56,1% de chance de remporter le match comparativement à la personne qui a remporté les 2 premiers sets. Cette statistique-là... Comment ça? Comment ça? Regarde. Fait que là, si... toi, tu mènes 2-0 contre moi, OK? Et moi, je remonte à 2-2. OK, tu remontes à 2-2, OK. Je gagnerais à 56,1% du temps, je gagnerais le dernier set pour remporter le match. Puis dans 44%, comme dans le cas de Shapovalov, ça n'est pas le cas. Mais je checkais ça, puis j'étais intrigué de voir qu'à Roland-Garros, c'est la surface qui offre le plus de pourcentage de ce genre de statistiques-là. Pas surprenant. Ben, plus que j'y pensais, plus c'est comme, ça fait du sens. Ouais. Parce que sur terre battue, le cardio rentre en compte, t'as le momentum avec ton cardio aussi qui va rentrer dans cette facette de jeu-là. Tu vas comprendre la surface apparemment mieux, plus que ça l'avance aussi. J'étais pas surpris, puis je serais pas surpris d'en voir encore plus de ça. J'ai essayé de voir c'était quoi le record dans un grand chelem pour voir si c'était Oui, je l'ai trouvé, oui. Ah oui, tu l'as trouvé? Oui. Ben vas-y. Puis non, c'est ça, la terre aussi, c'est une surface qui est un peu plus... c'est un peu moins dur sur les articulations, etc. C'est pas comme jouer sur une surface là, très, très... C'est un peu plus mou, là, un peu moins dur. Donc, c'est pas tout à fait comme le même épuisement là, qu'on ressentirait sur gazon ou sur surface dure. Donc, ça m'étonne pas dans ce sens-là. Je me dis que peut-être, là, justement, que c'est plus facile d'aller chercher ces réserves-là d'énergie plus tard dans un match. Donc, c'est intéressant quand même que tu aies fait cette recherche-là. En fait, là, on est à 8 de ces remontées. Ça se passe seulement côté homme aussi, parce que les femmes jouent seulement 3 manches. Une des raisons pour laquelle je veux jamais qu'ils retirent le format 5-7 des tournois du Grand Chelem. Ils en ont beaucoup parlé. Peut-être que ça donnerait du tennis de meilleure qualité, mais il y a comme une magie quand même quand tu vois une remontée comme ça de 2-7. Le match dure sur 4 heures, 5 heures, c'est comme ça a vraiment un caractère, une saveur unique. C'est ça. Là, on est à 8 de ces remontées-là de 2-7 à 0. Avant même la mi-chemin là, du tournoi, donc c'est quand même ça se fait quand même à une vitesse assez fulgurante. Le record dans l'ère Open de Roland-Garros, ça c'est depuis 76, si je ne m'abuse, et de 10. Oh boy! Oui, 10. Donc, à la vitesse où on va, on pourrait facilement dépasser ce record-là. Et puis, le record tout majeur confondu dans la Open, c'était à l'Australian Open. Et puis, c'était 14. Quand même! Je pense wow. que c'était dans les 90. Et donc, 14, c'est quand même... C'est tout un chiffre. C'est beaucoup. Là. Je sais pas si on se rend jusqu'à là. Mais généralement, ces remontées-là se font de plus en plus rares à mesure que le tournoi avance, parce que là, la fatigue entre en jeu, puis ça devient plus difficile là, d'y aller d'un effort comme ça. Et puis, bien sûr, là, avec souvent les meilleurs joueurs aussi qui vont de plus en plus se distinguer du reste du tableau, ça devrait là, quand même là, s'adoucir cette tendance-là. Mais ce serait intéressant de voir là, si on peut atteindre ce record-là. Très bien. Écoute, un bon tournoi de Roland-Garros là, sous nos yeux la semaine prochaine avec l'arrivée probablement, du carré d'as peut-être, ou juste avant. On va entrer bientôt dans la deuxième semaine d'action. C'est ça. On pourra faire nos prédictions là, sur tout ça. Dès la semaine prochaine, on va en reparler bien sûr. Beaucoup de tennis à venir. Soyez des nôtres pour ça, c'est certain. Mais nous, on va entrer en Formule 1 côté tour de piste. On va faire appel à Manon, puis on va voir qu'est-ce qu'elle a à dire sur ce petit Grand Prix d'Espagne. De retour pour ce segment tour de piste avec Manon qui se joint à nous. Bonjour. Allô. Hey, je veux pas être plate comme le Grand Prix de Monaco, mais je pense pas qu'on va en parler longtemps.
C'était c'était comme si mon petit frère de 5 ans. Demande à George Russell s'il veut t'en parler. Je pense qu'il a haï ce Grand Prix. 11e George Russell, le pauvre. Mais si t'en parles, à Isaac Hadjar et Liam Lawson, eux autres sauteraient dans les airs. Apparemment qu'Albon lui a payé le restaurant, par contre. Ah bon. Il est un peu obligé vu la stratégie de merde que Williams a fait. Ils avaient le droit de le faire, c'est légal. Tout le monde a le droit. C'est juste. Même, un peu long. Demande à Kimi comment il se sent, lui, le pauvre, fini dernier, puis il n'a même pas rentré dans le mur. Si t'avais rentré dans le mur, j'aurais pu comprendre, mais sinon, non. Hein. Liam Lawson devait sauter de joie, ses premiers points depuis des lunes, le nouveau Logan Sargent. Puis Albon, pas Albon, Hadjar qui finit 6e. Cool. Ouais, ça, c'est cool. Fais une bonne qualif, puis tu finiras bien. C'est ça. C'était juste ça que c'était. Oui, comme pour vrai, là, on vient de résumer le Grand Prix de Monaco. C'était juste ça. Ouais. Bonne nouvelle pour Ferrari, ils sont bons. On passe à autre chose. Non, ils sont juste bons pour ce Grand Prix. Là, ouais. On verra. OK. En Espagne, en plus. C'est plate que Sainz n'est pas là, mais bon, on aurait pu représenter son pays. Donc, il représente son pays, juste pas avec Ferrari. Ouais, non, mais ça compte pas. Ce qui est pas avec Ferrari, c'est moins bon. Parce que, tu sais, avec Ferrari, t'avais Monaco puis Espagne back-to-back, tu sais. Là, t'as eu Italie et Monaco back-to-back. Oui. Et en quoi, pardon? Là, Italie, je veux dire, t'avais genre Leclerc et Sainz à célébrer un bout à l'autre. OK, dans ce sens-là, dans le mode pilote. Parce que sinon, t'as juste Ferrari, Italie, puis Monaco. Oui. Non, je parle de genre Leclerc et Sainz back-to-back. Je pense pas que Sainz va célébrer grand-chose au Grand Prix d'Espagne, mais bon... il pourrait gagner. Qui sait? Grand Prix d'Espagne, grosso modo, possiblement le circuit le plus facile à dessiner de l'histoire. Ça a été fait par un enfant, on s'entend, là. C'est des lignes droites, des petites courbes et d'autres lignes droites. On a 2 zones de DRS, mais on a plusieurs zones qui pourraient être DRS. Fait qu'on s'entend que c'est un Grand Prix qui accueille beaucoup la vitesse. Bon, Grand Prix de Monaco, on peut pas vraiment célébrer la vitesse de quelqu'un parce qu'il n'y a pas d'espace. On s'entend? Fait que ça va être difficile. Depuis 2016, Lewis Hamilton et Max Verstappen, c'est les seuls pilotes à avoir remporté ce Grand Prix-là. Pas personne d'autre a remporté le Grand Prix d'Espagne, sauf ces 2 personnes-là. Peut-être qu'il va le remporter encore. L'an passé, on a utilisé une stratégie qui est un peu à l'encombre de ce qui se passe du trend de cette année, c'est-à-dire un 2-stop. Commence avec des softs, ensuite des médiums pour finir avec des softs aussi. Cette année, ça a été souvent des hard. Après ça, ça a été des médiums pour finir la course. Apparemment, ils vont probablement garder cette stratégie-là encore. Je le sais pas, mais j'assume que ça a marché l'an passé. On va le réutiliser cette année. Exclusivement pour Max Verstappen aussi. Puis en passant, on a eu des nouvelles qu'il n'y aura pas de pluie finalement. On avait pensé qu'il allait y avoir de la pluie, ce qui aurait affecté grandement la course. Mais finalement, je pense qu'on va être correct. Bon, là, Ferrari qui est bon pour une course, ça veut-tu dire que ça va être le trend pour un petit... Parce que l'année passée, ça a duré 2 mois peut-être, ce trend-là pour Ferrari. On a été super bons. Puis après ça, on a décidé d'être un peu moins bon, juste un peu pour ensuite de ça finir la fin d'année en beauté. Je veux juste savoir, est-ce que ça continue ou non, ça? Bonjour, j'ai déjà répondu. Je l'ai dit tout à l'heure, non, j'y crois pas. Pas Absolument du tout. Pas. Même pour cette course? Même pour cette course. Moi, je pense que ça va continuer juste assez longtemps pour que les fans de Ferrari recommencent à croire, puis ensuite, ça va arrêter. Rentrer un peu de... Oui, c'est ça. Rentrer la moula dans la compagnie. Voilà, j'adore. Oui, je suis d'accord avec ça, Phil. OK, mais pourquoi mais d'un pas? point de vue technique, j'y crois pas. Parce qu'ils ont juste remis l'aileron arrière de l'année dernière. Ils ont repris les mêmes... Comme l'année dernière, ils avaient survolé comme la course de Monaco, OK? Ils ont repris les mêmes réglages, la même voiture, ils ont fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais entre Monaco et l'Espagne, il y a une énorme différence. Mais si la voiture est meilleure de toute façon... Elle est meilleure sur un circuit où tu peux pas doubler. Elle était meilleure en qualif de tout... C'est pas faux. Je sais. Comme mais elle Monaco, était meilleure en qualif pareil aussi. Oui, ça allait plus vite pareil. T'aimes Monaco parce que c'est un circuit qui... Pour faire une bonne qualification, il faut que tu frôles le mur, tu vois? Oui. C'est super technique. L'Espagne, on s'entend, là. C'est pas... À part la dernière partie qui est un peu technique et qu'il faut faire attention à tes pneus, à part ça, c'est pas mal des lignes droites, puis c'est assez simple.
Oui, je c'est n'y très crois simple. absolument pas. Oui, c'est très simple, mais la voiture est plus vite. Ok. Je ne crois pas à un retour de Ferrari. Ben, moi, je crois pas à McLaren, fait qu'on verra. Tu crois pas à McLaren? Pas pour l'Espagne, non. Est-ce que la voiture est plus vite ou elle est plus vite à Monaco? Pardon, elle est plus vite en général. Non, elle a été plus vite à Monaco. On verra à la Plus fin de ce vite en Grand Prix si elle général. est publique en Ben, gare, attends, là. plus vite en général. Pull up la pratique 1, là. Ta minute, toi, là. Elle vient de finir en plus. Il veut prouver son point. Ouais, il veut prouver son point. Essaye de Hamilton prouver. Leclerc 3-4. Mais Devant c'est Verstappen. pratique. Verstappen a fini deuxième, fait qu'il a essayé d'aller vite. Non, il vient pas me simpler. essayé d'aller- Il a essayé d'aller vite. Puis Norris a fini premier, puis Astra a fini cinquième. Il a essayé d'aller vite. J'y crois absolument pas. Puis Russell 11e, Antonelli 18. C'est juste une pratique. Je m'en fous. Mais si Verstappen Moi, finit j'espère deuxième, que t'as c'est parce raison. qu'il a essayé d'aller Non. vite. Hein? Parce que tout le monde Moi, fait la j'espère que t'as même raison parce que stratégie. j'ai mis deux Ferrari dans mon top 5. Fait que... Ah, dans ton top 5? Ouais. Okay. Dans ton top 3, t'as mis de Ferrari. Absolument. Ah, mon C'est- Dieu. Non, mais. Gare, ça commence. Ben, on va y aller. On va rentrer Oh dans là le là. mix. Et je suis partie 3 semaines, il se passe des trucs bizarres. C'est demande à Ferrari, c'est pas moi qui a juste leur voiture. L'idée est que, bon, Charles Leclerc, Mhm. podium, va finir troisième. Ok. La voiture est meilleure, elle est plus vite. Puis c'est pas des noms c'est Charles Leclerc et Lewis Hamilton qu'on parle de là. C'est pas Oliver Bearman puis Gabriel Bortoletto, c'est pas juste la voiture, c'est des pilotes d'excellence. C'est des gars qui savent comment gagner. Ouais. Puis si tu donnes de la vitesse à quelqu'un comme Lewis Hamilton, il va faire en sorte que la voiture mérite sa vitesse. C'est comme Max Verstappen. Si tu donnes un peu de vitesse à cette voiture-là, oublie ça, le gars est largement supérieur à tout le monde qui n'est pas sur le Oui, grid. alors faut qu'il parte en tête, parce qu'après, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce que la voiture est à chier. Apparemment, ça, elle est c'est pas meilleure. son- Ah, apparemment, oui. Regarde Yuki, lui. Il est où, Yuki? Non, on s'entend là. Il est pas là, Yuki. On sait très Le bien, pauvre la Yuki. stratégie est juste que Verstappen gagne. Yuki. Eh, Seigneur, une chance qu'il l'a dit à voix basse. Donc, troisième pour moi, Charles. Ce qui veut aussi dire que le plus grand gagnant de l'histoire de ce Grand Prix, Lewis Hamilton, finirait deuxième. Et donc, Verstappen finirait premier. Et donc, Oh là là. ta-ta-ta-da, Max Verstappen, ta-ta-ta-da, Oh non. Max C'est atroce. Verstappen finirait premier. Là, je ne fais pas toute cette comédie clownish parce que j'aime Verstappen, je le déteste. Je crois juste que sur un circuit qui est carte blanche, il n'y a pas personne qui est plus vite que Max Verstappen. Puis il l'a encore prouvé dans le dernier Grand Prix. Il l'a prouvé, ça fait 3 Grands Prix de suite. Qui le prouve, qui est encore très rapide, que des petits ajustements font en sorte qu'ils sont le meilleur. Mais là, la grosse claque au visage. Ça veut aussi dire que les McLaren ne sont pas dans le top 3. Sont donc mes pilotes décevants. Pourquoi ils ne seront pas dans le top 3? C'est pas parce qu'ils vont être mauvais. C'est parce que les autres vont être supérieurs. Malheureusement, McLaren manque de jugement récemment. Je sais pas, peut-être que l'idée qu'ils sont juste premiers tout le temps à rentrer dans leur tête. Félicitations Lando, oui, gagner Monaco, sure, mais tout ça c'est à cause d'une qualif. C'est pas une course Monaco, Ouais. c'est une D'accord. queue leu rapide. C'est pas, on est d'accord, Lando n'avait pas remporté rien depuis, je ne me trompe pas, le premier Grand Prix de Je l'année. mettrais pas trop de poids sur ces résultats-là, je pense. Pour Lando, Je mettrais pas trop de poids sur ces résultats-là pour Norris, je veux dire. Yeah, non, moi non plus. Il mérite son respect, j'en conviens, mais gagner sur une qualif, c'est pas une course. Monaco, bizarrement, c'est un peu une course donnée. Puis je pense qu'il devrait faire des changements pour ça, mais ça, on pourra en parler l'année prochaine. Ce qui veut aussi dire que mon pilote impressionnant sera Lewis Hamilton cette semaine, parce qu'il n'a rien fait de l'année, il était à chier toute l'année. Il a gagné une course au sprint. Wouhouhouhou! Il faut faire une pole. Ouais, je sais bien, mais après ça, il s'est passé rien côté Lewis et Ferrari. D'ailleurs, je vais pas tout enlever à Lewis, là. Charles n'a pas fait mieux. C'est ça, je veux dire, avec ça. Ferrari, en général, n'était pas très bon. Mais je pense que côté talent, tu t'attendrais plus à Charles qui finirait deuxième. Fait que si Lewis finirait deuxième, je pense qu'il mériterait plus mon pilote impressionnant de la semaine.
Mais j'ai des grands pressentiments qu'il n'y a pas personne d'autre que moi qui a eu ce genre de situation-là dans son top 3. Moi, je suis pas tellement loin, vraiment. Comme oui, on a quand même... Moi puis Phil. Yes. All the way. On a quand même des points en commun là, cette semaine, en commençant avec mon plus impressionnant qui est Lewis Hamilton aussi. Je pense que ça en va faire un petit top 5 tranquille, là, Lewis Hamilton. Pas plus que ça. On va pas abuser quand même. Je le vois pas sauter jusqu'au top 3 d'aussitôt. Mais je pense que ça peut être une bonne course pour lui et pour son compatriote. Décevant, ce sera Russell parce Absolument. que on dirait que cette voiture-là... Ils sont à chier, les ouais, Mercedes. comme depuis les nouvelles directives techniques, là, on dirait que ça les a beaucoup affectés. La voiture performe plus comme elle le faisait, puis Russell est plus capable d'aller chercher j'ai l'impression qu'il est plus capable d'aller chercher ce top 3-là qu'il avait sécurisé pendant plusieurs courses consécutives. Ça m'amène au top 3 qui sera constitué d'abord de Charles Leclerc en troisième position. Lui aussi, je pourrais le voir performer quand même sur ce circuit-là. La vitesse, je pense que ça va jouer en sa faveur. Piastri, la McLaren est encore la voiture la plus rapide, d'après moi. Donc, on va le voir en deuxième position. Et puis, Verstappen qui va encore gagner le Grand Prix d'Espagne. Et puis, je pense que ce sera quand même là, par une bonne marge aussi. J'ai l'impression que Max, là, il va être dominant cette semaine. Tu peux faire le jingle encore si Max Verstappen. Manon fait une face, mais je suis sûr qu'elle a Verstappen premier. Hein. Regarde. Non, je peux pas Verstappen. Oh! Mais j'ai l'inverse de vous, en fait, sur à peu près tout. Sur, Ah ouais? ouais, top et flop, là, pour vrai, j'ai l'inverse de vous. C'est moi puis Phil contre le reste. Contre ce monde. Je commence par top 3 ou top ou flop? Ah, vas-y, comme tu veux. Hein. Ok. Ouais. Dans mon top 3, j'ai mis troisième Norris. Pour les explications suivantes, il a l'air quand même d'avoir retrouvé de la confiance dans sa conduite, ce qui lui manquait depuis le début de la saison. OK. Et quand même, c'est un circuit rapide, il faut pas se mentir, la McLaren est au-dessus de tout le monde niveau rapidité. Ok, vous arrêtez de vous liguer contre moi. Non mais oh. C'est une illusion. C'est une illusion, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont battu le record du tour à Monaco. Qu'ils l'ont explosé, d'ailleurs. Sinon, en deuxième, j'ai mis Verstappen. OK. Ok, donc il est là, votre ami. Là. Je l'ai mis dedans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est quand même super dominant sur ce circuit. C'est un circuit qu'il adore et qu'il maîtrise parfaitement. Et apparemment, la voiture aurait plus de vitesse et il aimerait mieux la conduire maintenant. Donc je me dis c'est peut-être le début d'un retour de Max Verstappen. Mais je vais pas lui donner la victoire parce que, comme j'ai déjà dit, je pense vraiment que la McLaren est au-dessus de tout le monde niveau vitesse et que c'est un circuit de vitesse. Piastri. Donc j'ai mis Piastri premier. Honnêtement, c'est un des pilotes les plus fiables qui existent. Comme il est là dans le top 3, il fait toujours des points pour son équipe. Je pense qu'il va assurer sur cette partie-là. Puis c'est quand même une énorme ligne droite au début. Donc ça va vraiment être de la pure puissance avant un tout petit virage. Là, c'est un virage de bébé, mais c'est un virage où je me dis, bon... Ouais, il y a une hairpin sur le 16e virage, de même. Puis après, c'est le 19e qui départ le DRS. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est comme c'est vraiment une énorme ligne droite. Comme la ligne de départ est vraiment très très loin, donc ça te laisse quand même assez longtemps pour prendre de la vitesse. Donc là, c'est vraiment de la vitesse pure qu'on va voir. Ceux qui loupent leur départ, là, c'est terminé pour eux. Là. Ils vont vraiment dégringoler en place. Pourquoi Max Verstappen va remporter la course? Oui, ce gars-là passe de 4 à 1 de même. Hein. Oui, mais c'est ridicule. Il est vraiment bon, par exemple, sur des départs où il y a des virages et il sait très bien se placer dans un virage. Là, il va falloir qu'il se place bien dans une ligne droite où des autres voitures ont de la vitesse pure qui est meilleure que la sienne. Ouais. Je pense que côté le dernier stretch avant de tourner la hairpin, il y a le seul côté technique de la course, c'est le dernier bout avant d'arriver. Oui, il faut faire super attention à tes pneus, il faut avoir une bonne gestion de pneus. Et c'est pour ça que j'ai mis Ferrari dans mon flop, parce que depuis le début de la saison, Ferrari ont vraiment du mal avec les pneumatiques. Et là, c'est vraiment un circuit où tu as besoin de savoir gérer tes pneus. Il faut que tu saches comment ta voiture se comporte avec les pneus. Et on se rend compte qu'ils ont vraiment du mal cette année avec ça. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas mis Ferrari dans mon top 3, parce que je pense que la voiture... Je dis pas que les pilotes vont pas être bons, mais je pense que la voiture a trop de problèmes techniques et trop incertaine pour que
ils terminent dans un top 3. Ok. À part s'ils se révèlent totalement, puis que tous les changements qu'ils ont faits sont incroyables et ils ont tout compris. Mais comme j'ai dit, Monaco, pour moi, est une non-course. C'est juste, littéralement, tu fais une bonne pole position. Puis, juste, si tu réussis à faire tes changements de pneus correctement, ça va aller. Et moi, j'ai mis dans mon top George Russell. Parce que je pense que... Non, ouais. Ouais, la Mercedes a été bonne sur des circuits rapides. Donc, depuis le début de la saison. Donc, ce serait le retour de Mercedes qui... C'est le genre de circuit, en tout cas, où ils ont été bons depuis le début de la saison. Et Russell veut quand même continuer à performer correctement. Donc, je m'attends à ce que ce soit un Grand Prix où il soit meilleur, où la voiture soit meilleure. Et je pense qu'en top 5, il pourrait le faire. Ça Ouais. serait impressionnant pour George. Parce que Au vu Monaco... de ses dernières courses, je trouve que ce serait impressionnant pour remettre Mercedes sur, dans le paysage, parce que pour l'instant, ils sont perdus ils sont sur une pente descendante, puis ils ont perdu ce truc-là de se dire ils peuvent peut-être aller quand même batailler un petit peu pour le devant. Kimi, si George fait pas bien, Kimi va pas faire bien. Là, on est d'accord avec ça. Là. Ouais, il faudrait aussi oublier qu'il ne faut pas oublier que par exemple, il y avait comme 2 arrêts à Monaco. Tu sais, éviter de le faire à la fin. Ouais. Ça, on n'en parlera pas. Là. Ça, c'est une joke. Ça, mais sur le papier, c'était une bonne idée d'imposer 2 arrêts et donc 3 pneumatiques différents. Mais ça a juste comme chacun y allait de sa propre stratégie. Puis ça a juste donné la même chose que ça allait donner. Il n'y a rien qui a changé. Mais bon, allons voir là, si ce Grand Prix-là va nous offrir. Ça va être une meilleure course, ça c'est certain, ce dimanche. Côté Espagne, ça va être... mon Dieu, ça va être... J'essaie de me rappeler, c'est tôt le matin? Oui, c'est tôt le matin, hein, c'est en Espagne. Oui, c'est comme la France, il y a 5 heures de décalage. Oui. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre pool d'ailleurs? C'est Mathieu qui gagne haut la main, c'est sûr, tu veux savoir. J'ai été regarder, tu perds. Vraiment, je regrette d'avoir demandé la question. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas été checké par an. T'as 1200 points et moi j'en ai 800 et toi t'en as 600. 1200? 1100 ou 1200. J'ai regardé genre juste avant de venir là. Oh mon Dieu. Okay. Parce J'ai que pas de vraiment base, fait attention. ça, la semaine prochaine, faut qu'on fasse notre repêchage. Hein. Moi je dis, on t'enlève. Donc, rendement après presque une mi-saison de course. Non, une mi-saison de course. On est dans le 2e tiers là. Mathieu a gagné toutes les semaines, non? Ouais, clairement. Ouais, large. Donc. Il a Charles Leclerc et Piastri dans la même équipe. Tu vois ce que je veux dire? Quelle est la chance pour gagner? Et ma Mercedes a fait 9 points en plus, imagine. Donc, j'amène avec 1123 points. Manon est 2e avec 844. Et Phil, tu es 3e, non pas avec 608, mais il faut rajouter 123 points à ton affiche. 700... Donc, tu es à 731 points, tout juste derrière Manon. Mais bon, il te reste une semaine avec tes pauvres. Qu'est-ce qui est sur ton équipe? Ton Antonelli. Ne mentionne pas mon... Qui est ton premier pilote. Behrman, Alonso, Albon, Il n'y a pas de Sainz. premier pilote dans mon équipe. Tout le monde est égal. Ferrari. Tout le monde est égal. C'est pas un vrai pilote, ça. C'est une démocratie. Ferrari et Alpine, non mais ça te dérange. Hein? Dans quoi? Il a dit j'ai pas de premier pilote, puis t'as répondu si Ferrari. Mais Ferrari j'ai n'est pas un compris pilote. cette boîte-là, Non, pardon. non. Ouais. C'est une démocratie, mon équipe. Y a pas de... C'est quelque chose. Mais allons voir si ça va changer parce que Non, le mais repêchage c'est est la beau. semaine prochaine. Et nous, on rentre rapidement dans notre segment sporadique. Philippe, écoute, je pense que je vais commencer. À moins qu'on ait la même chose. non, moi, c'est vraiment anecdotique cette semaine. C'est anecdotique. OK. Moi, ça ne l'est pas. Parce que, bon, à chaque année, qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni? C'est une compétition internationale de cheese rolling, Philippe. Et ça, là, cette année, ça l'a donné du bonbon sur les réseaux sociaux. T'as vu la vidéo? Si j'ai vu de la vidéo. Qui chute, là? Elle chute pas, Manon, elle vole. Cette personne est un tapis volant d'Aladin. Genre, elle a volé C'est sur vrai. des milles. Non, mais sérieux, c'est quoi l'inclinaison de ces pentes-là? C'est énorme. Je sais pas si c'est aussi bad que ça a l'air dans les vidéos, mais comme on aurait l'impression que c'est peut-être comme autour de 60-70 degrés. Tu fais comme si tu sautes comme tu pognes un petit sprint et tu sautes, t'atterris peut-être proche de la fin. Proche de la base. Ça doit être... C'est incroyable. Péril, là, par contre. Ah, péril, moi, ce gars-là s'est fendu le cou. Si je
je pourrais mettre la vidéo pour les personnes qui sont à la maison. C'est tellement barbare. C'est dégueulasse. En tout cas, ce sport-là, pas compliqué. Tu lances une bonne roulette de fromage en bas d'une colline et tu dois la poursuivre comme si c'était le sport le plus barbare de l'histoire. Jusqu'à à la fin de la côte, première personne qui arrive dans le bas remporte la course. Comme il n'y a pas rien d'autre à rajouter, c'est juste ça que c'est. Je pense que ça l'aiderait, mais... C'est parce que vu le vol plané qu'il a fait, je pense qu'il est arrivé premier en bas. Mais je suis pas sûre dans notre bon état. Je pense même pas qu'il a gagné. Ah ouais? Parce que le gars qui a gagné, c'est Tom Kopke, qui est un Allemand. Puis je pense pas que c'était lui. Mais bon, c'est un sport bizarrement pas agréable à regarder du tout. Ça dure peut-être 2 minutes, puis voilà, la course est terminée. Ça donne des bonnes images. Ça donne des bonnes images. Ce que j'ai été vérifié toutefois là, pour ce petit segment sporadique, c'est qui était le Wayne Gretzky de ce sport, bien sûr, le GOAT. Et ça, c'est Chris Anderson. Le gars en a remporté 23. Comment tu fais pour remporter 23 courses de personnes qui juste vont se fendre la gueule sur une énorme montagne? Je le sais pas. Juste derrière lui, par exemple, Stephen Guide avec 21 conquêtes. Ça m'étonne qu'il y ait comme ça m'étonne qu'il y ait comme une science à ça, comme à un point sûr où tu peux gagner 23, comme c'est sûr. Pratiques-tu? C'est sûr. Hey, je pense que c'est le genre d'affaire que tu pratiques pas vraiment. Non, moi non plus. Si tu fais une pratique, c'est trop. Ben mon Dieu, tu vas te casser le coude déjà. C'est ça, tu prends trop de dommages. Non, mais t'apprends à courir sur une pente. Tu sais comment avoir ton équilibre. En descendant, ouais. Il y a des dangers. Là. J'ai l'impression que c'est un peu comme le marathon. Comme quand tu pratiques pour un marathon, comme tu fais pas un marathon complet, tu fais comme des trucs complémentaires. Descends une petite butte à chaque fois. Je fais ça. Il remonte. Essaye de OK. Mais non, c'était juste ça aujourd'hui. Je sais pas, j'ai vu ça. Puis si je peux pogner la vidéo, je vais essayer de l'insérer là, pour tuer celles qui nous écoutent. Je vois ici que ça remonte à 1826, apparemment. Ouais, non, c'est une énorme tradition à Gloucester, whatever, comment t'appelles le nom de la ville. Voilà. C'est. En tout cas, c'est phénoménal. Puis juste la vidéo de ça m'a fait bien rire. Puis ça m'a fait rappeler, ça se passait, ça. Mais anecdotique. Ouais, écoute, hier, c'était le début de ma carrière de joueur de volleyball de plage. C'était pas de la softball hier? Non, c'était le volleyball de plage. Okay. Et puis, c'est très plaisant, mais c'est pas de ça dont je suis venu vous parler. C'est... Attends, là, t'as fait une parenthèse de 4 secondes pour nous annoncer que tu commençais ta carrière de volleyball de plage. Pour introduire le sujet. OK, pardon. Donc, oui, là, ça fait du Parce que j'avais du volleyball de plage hier, j'étais à la plage, justement, à Parley Beach. Et puis, il y a comme un phénomène à la plage Parley depuis quelques années et c'est les filets ou les trampolines, peu importe comment tu les appelles, de spike ball qui colonisent la plage. T'as quelques terrains de volleyball, puis ensuite t'as toute une armée, t'as une flopée de ces filets-là qui sont partout sur la plage. Et puis, c'est une activité. J'ai joué un peu hier aussi pendant que j'étais là. Je me suis dit pourquoi pas combiner les deux. Et puis, c'est une activité qui est assez intéressante pour les gens qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est un peu le concept du volleyball, dans le fond, où, il y a 2 équipes. Chaque équipe a droit à 3 touches lors d'une possession. Et puis, le service qui doit se faire en dessous des hanches et atteindre cette petite trampoline-là qui est à peu près comme la table ici. À peu près de cette taille-là. Et puis, on joue jusqu'à ce que la balle atteigne le sol. Et donc, c'est un sport que je trouve ma foi fascinant. Très, très agréable aussi. Mm-hmm. C'est vraiment une activité qui se fait bien là, entre amis. Là. Ça prend 4 joueurs. C'est ta première expérience de Spike? Non, j'avais déjà joué un peu. J'avais déjà joué un peu avant, mais non, je voulais en parler parce que c'est vraiment. Si vous allez à la plage là, cette année, c'est impossible que vous réussissiez à passer là sans remarquer un filet de spike ball. Et puis, c'est pour élucider un peu quand même ce phénomène-là, qui est quand même assez connu maintenant. Et puis, il y a une scène pro aussi qui s'appelle, je pense que ça s'appelle la Pro
Roundnet League ou quelque chose dans ce genre-là. Et je vous invite aussi, si vous voulez voir quelque chose du pur divertissement, allez regarder ça sur YouTube parce que c'est impressionnant le genre d'échange. Là. On aurait l'impression que ça... Les échanges peuvent pas tellement durer. On a l'impression que ça c'est fait pour finir vite, cette affaire-là, mais en réalité, là, ça peut durer pendant plusieurs longues minutes. Mm-hmm. Et puis, chaque coup est aussi spectaculaire que le prochain. Donc, c'est vraiment une activité agréable d'été que je vous encourage à tester ou à aller voir même. C'est sûr que vous allez voir là, des amateurs près de la plage Parley à la Boîte aux Même. Donc, absolument, du petit spikeball, rien de mieux. C'est le fun aussi. Tellement sable, plaisant. Tu peux te garrocher. Ben c'est ça, ben oui, un petit peu de sable dans le rien de mieux. Donc on passe maintenant avec nos 3 étoiles de la semaine, bien sûr, Philippe. Ouais. De ton côté, ta 3e étoile de la semaine. Puisque ça faisait longtemps qu'on avait fait notre segment le long de la ligne, je me suis dit on va y aller pour un top 3 tennis cette semaine. Et puis j'ai commencé avec Enrique Rocha qui a fait la remontada là, de 2-7 à 0. Et puis qui était issu des qualifications aussi, Rocha. Donc résultat très impressionnant de sa part. Ensuite... Puis d'ailleurs, c'était contre Menchik aussi. Là, donc, pas n'importe qui. Pas rien comme adversaire. Et je vais encore pour Bublik, qu'on a mentionné un peu plus tôt aussi, qui a fait le même tour, cette fois Alex de Minaur. Et ça, pour moi, c'est encore plus vilain. On s'en serait jamais attendu. De Minaur, qui est un joueur qui est vraiment là un combattant, donne toujours son 100% cardio sur le de la terrain. ligue. Ah oui, absolument. Donc, de penser même là, faire une remontée de la sorte contre de Minaur, c'est absolument absurde. Puis Bublik, qui était dans de drôles de circonstances aussi, il a dit qu'il était fatigué avant le match. Pendant les 2-7, il dormait presque pendant les changements de côté. Et puis... il a réussi là, à se réveiller au dernier moment. Puis c'est pas un joueur de qui on attend non plus ce genre de choses-là. Il a l'habitude d'abandonner un peu là, dans ses matchs quand même Bublik. Et puis j'ai vu une statistique aussi par rapport à ce match-là. Mais ça m'échappe maintenant, mais en tout cas, pour Bublik, c'est hors du commun. Oui. Ça, il n'y a rien y a pas à dire. Et puis, je finis avec Victoria Mboko, pour moi, qui est ma performance préférée là, de ce tournoi-là aussi. Belle révélation, cette Canadienne, et puis je pense qu'il y a de l'avenir là, pour cet espoir. 18 ans, Victoria Mboko. Bien d'avoir juste l'année prochaine, ça va être monstrueux, je pense, comme saut au classement. De mon côté, j'ai été pas uniquement tennis, j'ai été à ma 3e position chez Gilgeous-Alexander, remporté le joueur par excellence de la NBA cette saison, remporté le joueur par excellence aussi de cette finale de conférence de la NBA pour se rendre jusqu'en finale. Une finale qui pourrait être assez intéressante. Beaucoup de Canadiens qui pourraient se retrouver dans cette finale de la NBA si les Pacers finissent par l'emporter, s'ils sont même déjà là, je sais pas, ça se peut, je me trompe. Mais bon, juste le Thunder qui possède déjà beaucoup de Canadiens, dont Lou Dort et Shai Gilgeous-Alexander, sera 3e sur mes étoiles. 2e, je l'ai donné à Connor Bedard. Et là, tu te demandes, pourquoi Connor Bedard? Qu'est-ce qu'il a fait de Connor Bedard? Ouais. Le retour de Jonathan Toews, Philippe Giard, va faire en sorte que Connor Bedard va avoir la guidance qu'il le mérite. Et là, tu me dis, c'est juste un agent libre, Jonathan Toews. J'en conviens. Mais où d'autre que les Blackhawks de Chicago pour accueillir Jonathan Toews de retour et aider ce jeune corps de joueurs et notamment Connor Bedard. C'est irréaliste, je le sais, j'ai juste lancé ça dans l'air. Finalement, premier sur ma liste sera les Angels de Los Angeles. Et encore une fois, Philippe, tu te demandes pourquoi les Angels de Los Angeles. Le retour du meilleur joueur de l'histoire du baseball, et ça jusqu'à l'année prochaine avant que Shohei Ohtani revienne sur le trône. Mike Trout est de retour dans l'alignement des Angels de Los Angeles après beaucoup de temps passé sous blessure.
Ça va faire tout qu'un changement. Là, probablement que leur saison est déjà trop fichue pour que... Pour vrai, je pensais à ça tantôt, j'ai pas checké leur fiche. Mais c'est pas les Brewers que t'avais... Non, les Rockies. C'est pas les Rockies, mais ça doit pas être loin. Faut que je suive plus le baseball. Mon Dieu, je veux pas checker les Jays. Pas tout de suite. Le baseball, là, c'est un sport que tu commences à suivre en septembre. C'est fini en septembre. Non, avant ça c'est fini en septembre. Mettons en août. C'est pas mal là que ça finit. Non, ça finit en octobre, le baseball. Ah, non. Oui. 0-0. De base, les Blue Jays sont pas inspirants de toute façon. C'est pas inspirant de toute façon. En tout cas... C'est un sport que j'aime, mais qui est plate à regarder à la télé. Comme, je suis désolé, mais comme... La télé, ça rend tellement pas justice à ce sport-là. Si vous avez la chance d'aller voir un match de baseball en personne, faites-le. C'est très bien. Si vous n'aimez pas ça à la télé, je vous dis faites-le parce que c'est là vraiment qu'on a une meilleure appréciation de ce sport-là. Il y a du bon baseball en ville aussi. Si vous êtes à Moncton, vous pouvez aller voir les... Softball? Les Mets. Allez voir Philippe? Non, allez pas voir le softball Ligue Hub City. Non, ça c'est... Tu l'as plugué en plus, là. T'aurais pu garder ça de même, mais fallait que tu le plugues, hein, Phil? Je pense que Phil veut secrètement qu'on aille le voir, ces matchs de softball. Vous savez pas c'est où, vous savez pas c'est quand. Fait que... moi, je sais où, je peux le dire. Non. Je vais venir remplacer un moment donné, Phil. Je vais te montrer comment ça marche. En tout cas, sais-tu jouer, toi? Mon Dieu, c'est chic. Sais-tu ce que j'ai grandi, moi, Phil? J'ai grandi dans la ville du baseball, de la softball, au Nouveau-Brunswick. C'est autoproclamé. Sainte-Anne de Madawaska. On faisait des petits... J'en ai joué j'ai joué du baseball quand j'étais jeune. J'ai joué bien du softball. Si t'as besoin de quelqu'un pour remplacer, laisse-moi savoir. Je joue shortstop en passant. On vient de perdre un Mathieu dans l'équipe. En plus? Il a déménagé, mais... Ah ouais? Ouais. Est-ce que je peux emménager? Tu serais pas aussi bon. Pourquoi qu'on est en train de délibérer là-dessus? C'est ce qui termine ce 58e épisode de Dans les Gradins. On va te faire un trial. Parfait. On a Philippe Dior, on a Manon Honora. On vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes audio sur Apple Music ou bien sûr Spotify ou toute autre plateforme que vous le voulez. Et bien sûr sur le poste de Rogers Télé. Poste 10 à Moncton, poste 9 à Bathurst, un autre poste à Edmundston. Je me souviens plus c'est lequel. Mais bon, sur ce, on se dit bon match!